pour Côte à Côte. Aujourd'hui, on vous emmène à Montreuil-sur-Mer avec Jérémy Mailleux. Nous sommes aujourd'hui sur les remparts de Montreuil-sur-Mer et avec Laura Graillot, qui est la conservatrice de la citadelle, nous allons vous faire visiter la citadelle et ses remparts, un endroit bien connu des Montreuillois, et on a hâte de vous le faire découvrir. Laura Graillot, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve ici? Alors, ici, vous êtes au-dessus d'une tour qui est en fait la tour des Oubliettes de l'ancien Château Royal. Château Royal autour duquel va s'édifier la citadelle de Montreuil à partir de 1567. On est juste au bord du lit de la Canche, qu'on distingue juste en contrebas. Cette position stratégique va aussi permettre d'expliquer pourquoi la ville de Montreuil s'appelle Montreuil-sur-Mer. Et oui, alors expliquez-nous. Parce qu'il n'y a pas la mer à Montreuil et il n'y a jamais eu la mer à Montreuil. En fait, on sait qu'on avait la présence d'un port au Moyen-Âge en contrebas, donc situé au niveau de la Canche. Alors où exactement, on ne sait pas, mais il va convenir assez rapidement de protéger la ville de Montreuil en lui ajoutant une enceinte de remparts, d'abord palissade en bois ou levée de terre, qui laissera place ensuite à des fortifications en dur pour amener à nos remparts aujourd'hui. D'accord. Vous allez nous expliquer les différentes périodes de construction de la citadelle, son rôle dans le Montreuillois. On va continuer peut-être sur les remparts, vous allez nous montrer? Pas de problème. En 987, c'est l'avènement du Capet, et donc c'est comme ça que Montreuil va entrer directement dans le domaine royal. Alors ici, on est au-dessus d'une des tours du château, qu'on appelle la tour K, juste à côté de la tour des Oubliettes. On va avoir les deux tours d'entrée également qui sont encore visibles. L'un des rares témoignages médiévaux encore visibles à Montreuil. Et on a juste en contrebas ici, vous voyez le puits du château. Le chemin de ronde qui va être construit après, mais qui va englober les murs, les courtines du château royal. Et autour de cet ancien château philippien va s'édifier en 1567 la citadelle de Montreuil. On se dirige vers la tour blanche, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu son rôle dans la citadelle? Alors, c'est un petit peu l'emblème de la citadelle, puis l'emblème de Montreuil aussi. C'est l'une des rares tours qui a conservé ce qu'on va appeler son toit en poivrière, donc un toit charpenté recouvert de tuiles ou d'ardoises. Et elle va suivre un petit peu l'histoire de la citadelle, puisque pendant la Première Guerre mondiale, elle va notamment servir de pigeonnier pour les pigeons voyageurs, qui reste un moyen de communication pendant cette période. En fait, la citadelle de Montreuil, elle va être ouverte au public en 1927. Donc en fait, effectivement, bientôt, on va fêter les 100 ans de l'ouverture au public. Et puis, la citadelle de Montreuil, c'est un site classé monument historique. C'est aussi un site classé zone Natura 2000, notamment par la présence d'une colonie de chauves-souris, d'une espèce bien particulière qui s'appelle le grand rhinolophe, qui loge à partir de mi-avril dans une des tours du château. Et donc c'est juste derrière ce front est des remparts que nous avons eu donc en novembre 2023, je crois, l'effondrement de quasiment 40 mètres linéaires de remparts. On est sur un sol fragile qui vit, donc qui se fragilise avec le temps, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que comme il a plu énormément, l'eau a considérablement alourdi la terre, ces talus, et ce mur, ces tours qui à l'origine ne sont pas faits pour supporter un poids à l'arrière, pour la tour F, eh bien ça s'est traduit par l'affaissement de ce talus qui a entraîné l'affaissement d'un voûtin d'accès à la tour, ce qui peut aussi expliquer l'effondrement des remparts de l'autre côté. D'accord. Donc la reconstruction est en cours. Vous avez une idée de comment ça s'organise, qui finance? C'est forcément des chantiers qui sont extrêmement complexes. 40 mètres linéaires sur des remparts qui sont situés extrêmement en hauteur, qui sont faits pour protéger aussi et donc être difficilement accessibles. C'est compliqué. C'est long. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il y a des études qui sont menées pour comprendre comment le mur a été construit, comment on peut le restaurer, quel sera le parti pris de restauration aussi, et il y a des cahiers des charges qui sont menés avec des dossiers qui sont en cours d'instruction. Aujourd'hui, le principal ennemi des fortifications, ce ne sont plus les armées de Charles Quint, ce ne sont plus les armées d'Henri VIII, c'est
notamment la végétation. Végétation qui va pousser dans les murs. Alors la végétation, ce qui pose problème, c'est pas ce qui dépasse, c'est ce qui est dans le mur, notamment les racines. On va avoir coutume de dire que la végétation, c'est le prolongement naturel des fortifications. Si vous avez des arbres autour des remparts, c'est pas pour faire joli, c'est parce que ça avait aussi un intérêt militaire. Quand les arbres sont feuillus, ils vont cacher l'épanage de fumée des canons. Ce qui fait que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir d'où vient le tir. En plus, les murs font que le son va résonner. Ces arbres vont, en cachant l'épanage de fumée, voilà, participent aussi à la protection des fortifications. Donc la nature, elle est importante aujourd'hui, elle l'était déjà à l'époque, à partir du moment où elle est maîtrisée, contenue pour un intérêt, ici en l'occurrence stratégique et militaire. Donc une autre période historique importante ici et culturelle. Victor Hugo avait peut-être un attachement avec Montreuil-sur-Mer. Les Misérables ont un lien avec la ville aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors en fait, Victor Hugo vient à Montreuil en septembre 1837. On sait qu'il reste à peine une après-midi. Il fait un petit tour en ville. On sait qu'il rentre dans l'église de Montreuil. Il dessine par ailleurs les fonds baptismaux. Et il va envoyer une lettre à sa femme où il va décrire la ville de Montreuil. Même s'il n'y reste qu'une après-midi, la ville va quand même suffisamment le marquer pour qu'il y fasse passer toute la première partie de son roman, Les Misérables, à Montreuil. Donc c'est le lien entre Victor Hugo, Montreuil et la citadelle, puisque tous les ans, Le Son et Lumière, donc Les Misérables à Montreuil, devenus Juliette et Les Misérables, ont choisi cet écrin de verdure pour présenter Le Son et Lumière qui se déroule donc tous les ans, dernier week-end de juillet, premier week-end d'août. Et là, on est sur la scène du Son et Lumière qui implique plusieurs centaines de bénévoles chaque année. Dans le roman, on va retrouver des rues emblématiques de la ville de Montreuil. Allez, la plus importante, c'est peut-être la cavée Saint-Firmin, où va se dérouler ce qu'on va appeler la scène de la charrette, qui se retourne sur un monsieur qui s'appelle Fauchelevent. Jean Valjean va être le seul à réussir à soulever cette charrette. Donc à ce moment-là, il est maire de la ville de Montreuil, sous le nom de monsieur Madeleine. Mais quand il arrive à soulever cette charrette, c'est à ce moment précis que Javert va le reconnaître en déclarant « Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire cela. C'était un forçat du bagne de Toulon, Jean Valjean. » Voilà. Et donc la ville de Montreuil est en elle-même la scène, le théâtre des Misérables. Et cette rue, on peut encore la voir aujourd'hui? Et cette rue, on peut encore la voir aujourd'hui. C'est une rue extrêmement pentue qui a donné naissance à des légendes, comme par exemple l'expression « mettre des bâtons dans les roues », où il faut imaginer que cette rue, alors certes qui grimpe, mais qui descend très fortement aussi, il fallait la traverser en carrosse et que les habitants avaient chez eux des rondins de bois qui passaient dans les roues du carrosse pour éviter que le carrosse ne s'emballe, ce qui aurait donné naissance à l'expression « mettre des bâtons dans les roues ». Donc c'est une rue qui est classée, elle aussi, et dans laquelle on va retrouver par exemple la présence d'une potière, issue d'une longue tradition de potier à Montreuil depuis le Moyen-Âge qui s'appelle Isis et qui est dans cette cavée aujourd'hui. Ça tombe bien, Isis, on va la voir juste après. Bonjour Isis. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Super, enchanté. Je suis très heureux de découvrir votre atelier. C'est incroyable cette lumière. Ouais, c'est un joli puits de lumière dans l'atelier, ouais. Ouais. Et alors racontez-moi, comment est-ce que vous travaillez ici? Alors faut pas mal d'organisation du coup parce que étant donné la taille, ouais, faut s'organiser. Ouais. Là je vais te montrer un peu, je vais malaxer un peu la terre, Ok. la préparer pour pouvoir ensuite la tourner. Ok. Donc là, je vais la mettre dans ce qu'on appelle la boudineuse. Ok. Donc ça malaxe la terre à ma place en fait. Ça la retravaille et ça évite les bulles. Oui, donc la boudineuse porte quand même très bien son nom. Ouais, Donc là, elle est malaxée, elle est déjà Ouais. prête à travailler, on va dire. Voilà, elle est prête à être travaillée. Donc, Et alors cette terre, justement, d'où elle provient? alors c'est une terre qui vient du Calvados. C'est la terre qu'utilisait mon père, avec qui j'ai appris la poterie. Donc ça, c'est les collections du coup de mon père. Ouais. Et donc là, je vais faire un pichet droit, donc vas-y. D'accord. Donc je prends les mesures. Au
départ, c'est ce qui est un peu plus compliqué à apprendre. C'est des heures de pratique pour réussir à avoir quelque chose qui reste vraiment central, quoi. Une bonne base. Ouais. D'accord. Donc du coup on monte plutôt droit. Ensuite après ça dépend de ce qu'on fait. Si on fait un bol, du coup on va plutôt arrondir par exemple, comme ça. Là, ça prend forme très rapidement en Voilà. fait. Donc je vais essayer de le redresser. Voilà. Donc là j'ai mon trusquin qui me permet d'avoir les mêmes hauteurs, même diamètre. D'accord. Un Pour truc. avoir des pièces qui se ressemblent quand même relativement. Et la poterie montreuilloise, à la base, c'était une poterie qui était plutôt artisanale, plutôt fonctionnelle. C'était des ustensiles du quotidien. Ouais, je pense de toute façon à la base la poterie c'était ça, c'était de l'utilitaire en fait. Ouais. Et moi c'est vrai que je fais de l'utilitaire en fait. Alors Isis, à vous voir travailler comme ça me donne vraiment envie d'essayer. Ah. Est-ce que vous pensez que Je c'est voulais possible? vous laisser mettre les mains dans la terre. Ouais. Bon bah je vais me retrousser les manches alors. Ouais. Peut-être qu'il vaut mieux que je me protège un peu. Ouais, il vaut mieux, ouais. Est-ce que tu veux que je te laisse lancer la boule pour tester tout On va tester. Et on y va alors. Donc la première Ouais. étape, tu mets... Donc là tu lances ta girelle. D'accord. Tu peux mettre tes mains pour prendre un peu. Voilà. Ok. Donc n'hésite pas à mouiller tes mains. Et puis alors quand tu vas lancer du coup ta boule, Ouais. tu la lances pour qu'elle arrive sur cette tranche-là, Ok. pas sur cette tranche. Ok. Il faut faire d'un coup Voilà. sec, Et du j'imagine. coup, il faut bien pour qu'elle puisse adhérer bien à la girelle. Ouais. Donc un coup sec et il faut que tu vises du coup Le pour qu'elle centre, arrive quoi. le centre. Comme des fléchettes. C'était pas top, j'ai l'impression. J'ai l'impression que C'est pas encore ça. c'est pas encore ça. Alors là, tu peux. Donc t'hésites pas. Ça paraît tellement facile quand tu le fais. Et du coup, t'es déjà en train de. C'est bien. Ah oui, je sais pas, je pensais. Peut-être je grille les Ah non, étapes. c'est bien. Pour l'instant, incroyablement difficile. Faut s'arrêter là avant que ça se. Je pense que c'est pas mal. Regarde, on va juste le terminer quand même. Ouais. C'est marrant de montrer mon résultat à côté des tiens. Et là, Si je le pose là, peut-être ça peut être une. hop. Et donc là, tu rigolo. peux le. Voilà. Je crois que j'y suis, Voilà. mais bon. Et là, on va faire un petit comparatif qui est Nickel. peut-être qu'il y a encore du boulot. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci Isis, t'es vraiment gentil avec moi. Bon bah merci Isis pour ce premier cours de poterie presque convaincant. Ah bah tiens, Je t'en prie. prends le tablier avant d'oublier. Merci. Merci à toi. Merci Isis et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et donc ça fait partie du charme de la ville de Montreuil-sur-Mer, l'artisanat de la poterie. On va maintenant partir à la rencontre des habitants pour voir ce qu'ils pensent de leur ville. Ah bah c'est les remparts. C'est les remparts, c'est tout ce qui va avec. Enfin les promenades, les touristes qui viennent visiter les remparts, on en a beaucoup. Disons, c'est la tranquillité, le calme. La bonne humeur des gens, toujours le sourire et le partage. Voilà, entre amis. Et donc quand on pense à Montreuil-sur-Mer, on pense surtout à ce qui se passe dans l'assiette. Je suis avec Guillaume Duvivier au Clos des Capucins qui va nous préparer une spécialité. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on a devant nous et avec qui on est venu aujourd'hui? Oui, pas de problème. Bonjour à tous d'abord. Bienvenue au Clos et à Montreuil. Aujourd'hui, on va la Saint-Jacques, la saison a démarré. Donc on va faire une petite recette à base de terre et mer, Saint-Jacques. On va parler de jambon, on va parler de raclette de Bourte, on va parler de beaucoup de choses. Je vais vous présenter les amis, parce que si on existe, c'est grâce à eux quand même. Il y a Isabelle de la ferme qui font leur jambon, ils élèvent leur porc, ils transforment leur porc eux-mêmes. Ils ont un magasin qui se situe à Tubersan.
Vous avez Virginie, la ferme du Paty à Bourte, hein, qui fait donc ils ont des vaches et donc ils transforment leur lait ils font de la raclette, des pavés de Montreuil, ils font de la tome aussi. Voilà, et là on a la reine du mois d'octobre hein, qui dure jusqu'au mois de mars, il me semble. Et là nous avons Yann-Marie, voilà, et qui nous a amené tous ces beaux produits. Et donc tous ces produits, on va les retrouver dans l'assiette. Tout à fait. On va se mettre en cuisine. Voilà, on y va. Super. Allez, c'est parti. On y va. Par quoi on commence? On va commencer déjà par la purée de panais. Hein. On va déjà la mettre en cuisson avec du lard, avec des oignons, une pomme de terre. Donc ça, forcément. On peut le faire grossièrement. Voilà, grossièrement. Ouais. Le panais, il y a une saison, là, on est en plein dedans? Là, on est en plein dedans, voilà. Okay. C'est un légume d'hiver. C'est la famille de la carotte. Ensuite, on va mettre une petite noisette de beurre, parce que je pense que c'est important. Ici, on est dans le nord. Donc, on va faire suer légèrement les oignons. Ok. Voilà, on part en cuisson tranquillement. On va mettre les petits oignons d'abord. Et ça y est, ça commence déjà à chanter. Eh oui, il faut que ça chante. Voilà, on va mettre un peu de lardon fumé. Et donc ce lard qui vient de la ferme de Tubersan. Ils ont un magasin qui s'appelle La Ferme. Ça se trouve à Tubersan, à 10 minutes de Montreuil. Là, on voit, il y a une odeur, ça commence déjà à embaumer. On a le gras du cochon avec le petit sucre de l'oignon qui se mélange. Je vais mettre un peu d'eau. On va le mouiller. Et là, normalement, on est parti pour, on va dire, une demi-heure. Une fois que c'est cuit, on passe, on filtre, on mixe et on mettra une petite gousse de vanille qui vient de Louis Saint-André. Voilà. Donc ça, la vanille, j'ai l'impression que c'est votre touche personnelle. On a tous des classiques. On apprend la cuisine, on apprend nos classiques. Après, on est chacun différent selon notre ressenti, selon nos humeurs, parce qu'un chef, ça a beaucoup de caractère aussi. Hein, et en fait, voilà, c'est selon l'air du temps, selon voilà quoi. Le goût du jour. Voilà. Super. Donc là, on a mis la vanille dans la purée. Je vois que la purée commence à bien s'onctuer. Et sans rigoler. Une explosion. Exactement. Hein, donc ici, on aime. Hein, on est quand même un pays où on aime la crème et tout ça, donc. Point trop d'en faut, mais il en faut. Naturellement. Voilà. Pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait mes petites tuiles de raclette de Bourte. Ah ben voilà, il y a du vent. Oula. Ok, je vois que ça et sort ainsi que le jambon pour faire mes chips. Voilà. Donc comme ça, on est prêt. Voilà, ça va commencer à être. Voilà, bah là on est bien. On est bien. Donc là, on va le retirer. Le jambon et le fromage. Le jambon, la tuile du ferme du Paty, le jambon de la ferme. Et voilà, et on va créer notre petit assemblage. On va d'abord cuire les Saint-Jacques au préalable et puis voilà. Et après, on va dresser. Bien. Alors, ça y est, on peut passer au dressage. On y va. C'est bon, on peut y aller? Oui. Vous avez faim? Allez, on peut y aller, là, ça y est. Allez, donc on a cette petite purée de panais, pardon, avec la vanille. On voit bien les grains de vanille qui se sont dispersés partout. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Et puis ça sent bon la vanille, j'adore ça. C'est une épice qui est exceptionnelle. Voilà. Derrière, on va dresser ces petites Saint-Jacques. Voilà. On est deux ce midi, c'est ça? Je suis tout seul, non? Voilà, on a les chips. Les chips, donc. Voilà. 2 raclettes. Voilà. Ok. Ah, c'est superbe. Ça prend du volume, on voit, dans l'assiette. Oh. On mange déjà avec les yeux. Voilà. On va mettre quelques petites herbes. Ces herbes, donc c'est quoi? Ah, c'est du cerfeuil. Cerfeuil, ouais, d'accord. Il n'y a rien de... Là, nous avons des de la petites, couleur, de la fraîcheur. fraîcheur. Voilà, ça, ce sont des gerbes de betterave rouge. Ah bah, parce voilà. qu'on est dans l'air du temps. On sait l'automne. Et c'est le terroir aussi, la betterave. Ah, tout à fait, oui. Exactement. Allez, la toute petite touche finale. On y arrive. Et tout ça, légèrement, avec une petite vinaigrette avec de l'huile de colza.
du côté de Saint-Omer. Voilà, des amis aussi. La ferme du Norbert. Voilà, Donc jusqu'à l'huile, on est dans le local. Oui, ouais. Puis moi, je marche beaucoup à l'affectif. Si on fait la cuisine, c'est parce qu'on aime aussi les gens et je travaille avec des producteurs avec qui ça match. C'est surtout ça. Voilà. On passe à table? Allez, on passe à table. J'avoue que j'ai faim, donc let's go. Alors, à vous l'honneur. À table. À table, on y va. Allez. Bon appétit. Bravo, chef. Incroyable. Bravo, chef. Excellent. Je parle la bouche pleine. Et bravo, mesdames. Quel régal. Bon, et ben c'est parfait. Mission accomplie. Merci, Guillaume. Merci, mesdames. Avec Jérémy Maillot, on a passé un excellent moment à Montreuil-sur-Mer. On espère que vous aussi, prochainement, vous allez venir découvrir cette merveilleuse ville. Et on vous dit à bientôt sur Côte à Côte.